à tous et bienvenue sur BFM Grand Lille et Grand Littoral à moins de 3 semaines du premier tour des élections municipales. Nouveau débat exceptionnel sur nos antennes. Après Roubaix et Lille, direction le Pas-de-Calais et Lens, une ville à l'histoire forte dirigée par la gauche quasiment depuis toujours. Mais le Rassemblement national qui a réalisé de beaux scores aux législatives dans le département la juge prenable. Les deux principaux candidats vont confronter leurs idées et leurs visions pendant 40 minutes ce soir. Ils sont nos invités. Sylvain Robert, maire sortant, candidat de l'Union de la gauche, et Bruno Clavé, député du Rassemblement national de la 3e circonscription et candidat pour la 2e fois à Lens. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un débat organisé avec la radio Horizon sur la fréquence 98.4. À mes côtés ce soir, Julie Desbois, rédactrice en chef. Bonsoir Julie. Bonsoir Marie, bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. On cite évidemment cette 3e liste dans la course aussi à Lens, celle de Lutte ouvrière pour le camp des travailleurs représentée par Michel Darras. Au cours de ces 40 minutes, nous parlerons attractivité de la ville, comment Lens peut-elle rayonner, mais aussi de sécurité, d'emploi, de politique en faveur du pouvoir d'achat, des propositions et un échange direct pour confronter les électeurs. Merci d'avance, messieurs, pour vos réponses courtes. Un tirage au sort, je le précise, a été effectué pour le placement en plateau, pour la première réponse et pour la dernière prise de parole. Le débat des municipales à Lens, c'est parti. Mais avant, quelques mots sur Lens avec une carte d'identité, Julie. Oui, Lens, c'est la 4e ville du Pas-de-Calais avec ses quelques 33 000 habitants et c'est le centre d'un bassin de vie de plus de 250 000 habitants. Il est particulièrement scruté, on l'a dit, pour ces élections municipales. Pourquoi ? Parce que la commune est un fief de la gauche depuis plus de 100 ans, aux mains du Parti socialiste. Alors, à peu près depuis 1945-1947. Géographiquement, on est à une quarantaine de kilomètres de Lille, une vingtaine d'Arras. Et on est aussi entre Hénin-Beaumont et Bruy-la-Buissière, 2 villes qui sont dirigées par le Rassemblement national. Enjeu pour ce scrutin, un cap, une réelle direction à donner à la ville. Bruno Clavé du Rassemblement national. Je commence les présentations. Vous avez donc 36 ans, vous êtes originaire des Bouches-du-Rhône. Vous avez été conseiller régional, candidat en 2014 dans le 3e arrondissement de Paris, candidat à la mairie de Lens en 2020. Vous siégez depuis dans l'opposition au conseil municipal. Et vous avez été élu député au premier tour des élections législatives en 2024 avec plus de 52% des suffrages, donc 48 à Lens. Vous revendiquez un changement de cap, une rupture politique totale avec donc la politique de Sylvain Robert, lance une cible stratégique pour le Rassemblement national. Êtes-vous le candidat des Lensois ou le candidat d'une conquête politique nationale ? Vous savez, la candidature que je porte est, je pense, une déclaration d'amour à une ville que j'ai adoptée et qui m'a adopté. Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge après 13 ans de gestion socialiste par Sylvain Robert. Nous le voyons en matière de sécurité, nous le voyons en matière de centre-ville, nous le voyons en matière de logement, de cadre de vie. Et le message que je porte, moi, avec mes colistiers, est que rien n'est perdu, qu'il y a des marges de manœuvre, mais sauf qu'aujourd'hui, rien n'est fait. En tout cas, le maximum n'a pas été fait. Et c'est le message que je veux dire aujourd'hui aux Lensois. Ce que nous avons fait, par exemple, à Hénin-Beaumont ou à Bruy-la-Buissière est possible à Lens. Tout cela, évidemment, en baissant les impôts et en améliorant le cadre de vie. On y reviendra évidemment dans cette émission. Sylvain Robert, vous incarnez la continuité d'une histoire lensoise ancrée à gauche. Vous êtes maire socialiste depuis 2013, également président de l'agglomération de Lens-Liévin, né à Bully-les-Mines. Vous avez 53 ans et donc vous briguez un 3e mandat. Pourquoi les électeurs doivent-ils à nouveau vous faire confiance ? Alors, ce qu'on a prouvé aussi dans la continuité, que ce qu'on s'était engagé au quotidien pour la population, on a tenu nos engagements. C'est aussi ça la force de la collectivité que l'on peut porter avec le rassemblement des partis de gauche, mais aussi avec la société civile. Et puis c'est un ancrage réel sur notre territoire. Aujourd'hui, c'est facile de dénigrer. Nous, on a porté notre ville, on est fiers de ce qu'on a fait. Et quand le Racing parle de fierté d'être lensois, on peut aussi être fier de ce qui a pu être réalisé dans les quartiers, dans l'évolution de la ville. Mais je pense qu'on y reviendra après sur différents sujets. Oui, vous allez défendre votre bilan, évidemment, et faire état de vos propositions, Sylvain Robert. Le débat des municipales, donc, à Lens, et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, avec une première partie axée sur les politiques en faveur du pouvoir d'achat, le bien-être, globalement, comment améliorer la vie des Lensois, Julie.
La ville profite désormais, vous avez parlé, Sylvain Robert, à l'instant, du Racing, d'un matelas financier confortable grâce aux 27 millions d'euros issus de la vente du stade Bollaert au Racing Club de Lens. Un sujet, on le sait, clivant pour vous quand on suit votre actualité politique, mais qui offre quand même une très belle marge de manœuvre pour appliquer vos mesures et vos projets, notamment en matière de politique sociale et de pouvoir d'achat dans une ville qui est assez touchée par le chômage, autour de 10%. Sylvain Robert, ma question, c'est selon vous, cette vente, c'était une aubaine pour la ville ? C'est une aubaine, c'est surtout une stratégie qui est bien réelle. Aujourd'hui, c'est de regarder comment, par rapport à un modèle qui est le modèle du foot professionnel qui évolue, comment la ville peut être accompagnateur et facilitateur par rapport au Racing Club de Lens. C'est dans cet esprit-là que l'on a engagé les discussions avec le Racing, qu'on a fait aussi l'estimation du stade avec les services fiscaux, parce que là aussi, c'est quelque chose qui a été estimé par les services des domaines. Vous en espériez plus, davantage quand même ? Quand on vend, on en espère toujours plus. Après, il faut trouver un acheteur. Et donc, c'était de regarder aujourd'hui... Il n'y en avait qu'un. Donc dans cette évaluation qui a été réalisée, de regarder aussi quelles sont les demandes qui étaient formulées et acceptées par la ville et par le Racing. C'est-à-dire que quand on demande le maintien du nom Bollaert de Lellis, quand on demande aussi le maintien d'un nombre de gratuités à 10 par an, c'est aussi une réalité qui occasionne une décote sur le prix. Et puis sur ce prix, il restait encore 11 millions quasiment à rembourser à la région. Donc voilà, donc c'est aussi dans cette estimation globale du prix. Alors nous, on a porté notre projet, on a porté cette vente, et aujourd'hui, je vois bien que même les détracteurs veulent utiliser la recette pour pouvoir financer leur programme. Bruno Clavé, vous étiez opposé à la vente du stade au prix, voilà, j'allais le dire. Votre recours juridique qui a retardé l'opération, est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Absolument pas. Si on vend le stade dans l'intérêt général et dans l'intérêt des Lensois pour justement investir davantage dans le pouvoir d'achat, le but, je pense, lorsqu'on est maire ou alors lorsqu'on est élu comme moi dans l'opposition, c'est de défendre les intérêts et de chercher à en tirer le maximum. Or, aujourd'hui, on voit que le stade a été bradé. Donc moi, je ne suis pas contre la vente. J'étais contre le prix qui, pour moi... Combien, selon vous, on aurait pu... Je pense justement qu'on aurait dû, en tout cas, négocier au minimum 10 millions de plus pour pouvoir investir davantage. Le problème, c'est que le Sylvain Robert... Sur quoi vous tenez vos 10 millions et on l'a très bien vu, a passer la vente en force, sans attendre d'ailleurs que le recours soit jugé, d'ailleurs ce qui fait courir un risque contentieux quand même très important à la ville. Mais au-delà de ça, je vois que M. Robert est quand même un peu mal à l'aise avec le sujet, parce que si vraiment l'argent... vous parlez de 10 millions de plus, pourquoi pas 20, pourquoi pas 5 ? C'est aussi ça, faites confiance aux services de l'État qui ont estimé le bien. Mais M. Robert, si le gain des 27 millions était vraiment aujourd'hui acquis, vous auriez, je pense, dès aujourd'hui, programmé ne serait-ce qu'un conseil pour le débat d'orientation budgétaire. Un conseil sur le budget, alors même que vous aviez annoncé en décembre que le budget allait se faire. Le budget de la ville doit aussi répondre à des contraintes. Vous le savez, un débat d'orientation budgétaire qui doit être fait dans les 2 mois avant le vote du budget. On est en pleine période électorale, vous ne l'avez pas oublié non plus, je pense. Et donc, on a le débat d'orientation budgétaire, le rapport d'orientation budgétaire qui sera présenté sur la nouvelle mandature. Et ça ne met pas en cause les questions de l'estimation de la valeur de Bollaert et ce qu'on veut en faire derrière. Aujourd'hui, il faut regarder le modèle que représente aussi le foot professionnel. La vente de Bollaert qui intègre notamment ce coût supplémentaire aussi pour le Racing de pouvoir proposer aussi un modèle qui lui permette d'avoir une autonomie. Et on n'est pas supporter du Racing par opportunité ou par opportunisme dans notre territoire. Bon, l'idée, on c'est est des vrais supporters du Racing. Qu'est-ce qu'on en fait justement pour le pouvoir d'achat ? Écoutez, aujourd'hui... À quoi ça sert ces 27 millions ? Il faut regarder aussi le fil conducteur, parce que vous parliez aussi de l'histoire de Lens et quelque part de où sont nos racines. Oui. Le bien vivre ensemble, ça a aussi toujours été un moteur, un fil conducteur important dans notre territoire. Ça fait 10 ans qu'on s'est engagé sur cette thématique et qu'on s'y attache. On l'a commencé dans des actions peut-être plus modiques, en tout cas dans l'engagement, mais ô combien importantes pour la population, quand par exemple on engage les kits scolaires pour que les fournitures scolaires de rentrée n'aient aucune conséquence sur le budget des familles. On a l'année dernière, sur l'ensemble du mandat, on a fait le décompte, on a 1000 contrats jeunes pour les jobs d'été qui ont été pris au niveau de la ville. Dans le même temps, on a engagé une mutuelle communale, on a engagé des actions qui permettent aujourd'hui sur les activités de sport, de culture au travers du conservatoire ou au travers de l'école d'art ou des centres socioculturels, pour moins de 5 € par mois sur la totalité de ces actions, on a possibilité d'avoir accès à ces activités. Donc c'est l'ensemble de ces actions aussi, avec les 10 000 départs en vacances, qui permettent de se retrouver en famille, d'avoir déjà du lien social qui est bien de réalité chez nous dans tous les différents quartiers et dans toutes les différentes catégories professionnelles. Et puis derrière, la vente du stade nous permet d'amplifier, on parlait d'accord gagnant-gagnant.
parce que aujourd'hui, ça nous permet de se projeter sur une baisse de la taxe foncière. Et on engage une baisse de 5% dès cette année, qu'on proposera au rapport d'orientation budgétaire, et 5% sur la reste de la durée du mandat, 10% sur la totalité du mandat. De pouvoir aussi regarder comment dans le pouvoir d'achat de la population au quotidien, notamment sur le ticket de cantine pour les enfants, parce qu'on sait que c'est une préoccupation et que malheureusement, vous parliez de taux de pauvreté chez nous, on a aussi des familles qui ne permettent pas aujourd'hui, qui ne peuvent pas se permettre d'amener les enfants à la cantine, parce qu'il y a une caution aussi de pouvoir d'achat et de bien une réalité. Donc de baisser ce ticket de cantine est aussi une conséquence réelle de la vente de Bollard. Et puis donc c'est une aubaine, Bruno Clavé, si je rebondis, c'est un matelas financier, on en parlait en introduction, qui va bénéficier aux Lensois, donc une bonne nouvelle aussi pour vous, si vous êtes élu maire en tant que gestionnaire. C'est une bonne nouvelle, mais qui est néanmoins très révélatrice de la gestion financière, parce que Sylvain Robert est maire depuis 13 ans. Et je note ici en fait l'hypocrisie de M. Robert sur le pouvoir d'achat. Pour la simple et bonne raison qu'il a été incapable de dégager des marges de manœuvre pendant 13 ans pour baisser le taux communal de la taxe foncière. Votre numéro 2, Fatima Etchekebib, conseillère départementale, a voté une délibération qui rogne les aides pour les aides à domicile, justement, et tout en augmentant les aides pour les clandestins. Attendez, à l'agglomération, laissez-moi terminer, monsieur Robert, je sais que ça vous dérange, mais laissez-moi terminer. À l'agglomération dont vous êtes le président, vous avez augmenté 2 fois le taux d'enlèvement sur les ordures ménagères avec la TOM, justement pour dépasser plus de 82%. Vous avez sur votre liste 3 macronistes, dont monsieur Godillot, qui était le chef de file à Hénin-Beaumont d'En Marche. Et évidemment, les socialistes à l'Assemblée nationale ont sauvé à 2 reprises monsieur Robert, le gouvernement Lecornu. Donc voyez-vous, quand on soutient des politiques de casse sociale, je pense qu'aujourd'hui, vous devriez être un peu plus modeste sur la protection du pouvoir d'achat, parce que vous n'êtes pas le maire qui protège le pouvoir d'achat des Lensois, vous êtes plutôt le maire qui raquette les Lensois. Sur vos mesures, on peut revenir quand même, parce que là, il y a quand même des éléments. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, on est sur une élection municipale et M. Clavé, on voit bien qu'il est aussi mal à l'aise parce qu'il déborde le sujet. Je pourrais lui parler aussi de son groupe de Rassemblement National qui n'a pas voté l'indexation des salaires sur le SMIC, par exemple. Ça aussi, c'est une mesure contre le pouvoir d'achat. Ou qui n'a pas voté les taxes et les petits commerces, comment augmente-t-il le SMIC pour les petits commerces? Vous me permettez de répondre? Voilà, donc là aussi, on pourrait rentrer sur ce sujet-là. Et puis après, à côté de ça, vous parliez de la TOM au niveau de l'agglo. Mais quand au niveau de l'État, on augmente la taxe sur les activités polluantes et qui est répercutée sur l'agglomération, on a fait des efforts la première année. Malheureusement, on a dû augmenter la taxe la deuxième année, là aussi, pour pouvoir faire face aux demandes toujours plus importantes de l'État. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord sur une chose, Bruno Clavé, vous êtes d'accord aussi pour baisser la taxe foncière évidemment. Avec une recette qu'il ne veut pas. Non, c'est la recette que je la veux supérieure justement pour investir davantage. Moi, ce que je propose notamment sur le taux communal de la taxe foncière, c'est une baisse à partir de 2027 de moins 3% chaque année. La mesure que propose M. Robert, j'ai fait mes petits calculs, est estimée à une perte de recettes de moins 15 millions, M. Robert, sur 6 ans. Il faudra donc m'expliquer comment vous allez financer cette perte de recettes de moins 15 millions, c'est-à-dire en passant de moins 5 à moins 10%, pour davantage investir dans le cadre de vie des Lensois. Moi, la mesure que je propose, je vais vous la dire, c'est moins 3% chaque année jusqu'en 2032, ce qui représente une perte de recettes de moins 5 millions. Et évidemment, pour compenser cette perte de recettes, il faudra lancer... Est-ce que vous savez combien coûte un point de fiscalité ? Des projets immobiliers et construire sur l'équivalent d'un mandat à peu près 900 logements supplémentaires pour justement avoir des foyers qui payent la taxe foncière. Voilà en tout cas le projet que je porte, qui est structuré, qui est sérieux et qui est chiffré, contrairement au vôtre, monsieur Robert. Alors c'est marrant que vous me parliez de projet chiffré, parce que dans tout l'ensemble de votre programme, déjà, on reprend notre bilan. On a l'impression que vous avez calqué notre bilan pour en faire vos propositions. Bien sûr. Aujourd'hui, on a chiffré nos propositions et la réalité est bien là. Quand vous regardez, vous m'évoquez que notre projet, en tout cas la baisse de taxes, je ne sais pas si vous savez combien rapporte un point de taxe de foncière, mais en même temps, c'est 220 000 € par an, par point supplémentaire ou par point de dépenses en moins. Donc on est vraiment sur ce sujet-là, sur un sujet stratégique. Aujourd'hui, c'est comment on gagne des habitants. Et vous nous donnez raison quelque part. On a construit 1500 logements sur ces dernières années sur ce mandat. On a gagné des habitants. Peu de villes et très peu de villes dans la région ont gagné des habitants. Donc vous nous donnez raison en même temps dans la perspective qu'on projette. Les 1000 nouveaux logements que l'on propose vont nous ramener aussi une taxe supplémentaire, une recette supplémentaire, mais c'est un équilibre global. On n'est pas mesure par mesure. Et quand vous savez que ces 1000 logements supplémentaires, notamment lors de la construction, dans un marché aujourd'hui du logement qui est en difficulté, il y a une exonération de 2 ans de taxe foncière. Et la taxe foncière s'applique également sur les commerces, mais je pense qu'on y reviendra aussi. Donc il faut aussi regarder la totalité et pas donner des chiffres qui n'ont aucune valeur dans ce que vous évoquez, parce que nous, ce qu'on a chiffré, la baisse que l'on évoque, c'est 10 millions d'euros, c'est pas 15. Et derrière, c'est de regarder comment les investissements que l'on va réaliser vont nous occasionner aussi des gains de
de fonctionnement, des gains sur nos factures du quotidien pour derrière aussi permettre de dégager cette marge qui nous permettra de mener à bien notre projet. Tout cela peut paraître assez technique pour les habitants, pour les électeurs, mais avec la baisse des dotations de l'État ces dernières années, on comprend bien que la gestion financière d'une ville reste une priorité. Le débat des municipales à Lens, les candidats, donc Sylvain Robert et Bruno Clavé, face à face ce soir. Deuxième sujet important dans cette campagne, la sécurité, la tranquillité publique. Julie, il y a un vrai clivage politique sur cette question. Oui, encore un. Deux visions qui s'opposent, notamment sur l'armement de la police municipale. Alors, c'est commun à plusieurs grandes villes en France. Si on résume, c'est non pour la gauche, c'est oui pour la droite et pour l'extrême droite. Bruno Clavé, est-ce que c'est la première mesure ou une des premières mesures que vous allez prendre, armer la police municipale ? C'est une des premières mesures. Pourquoi ? Parce que contrairement à Sylvain Robert, je serai un maire qui assume sa police municipale et qui veut surtout protéger ses agents. Aujourd'hui, M. Robert a la police municipale honteuse. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas police municipale, c'est le service de tranquillité. Vous ne protégez pas vos agents puisqu'ils ne sont pas armés. D'ailleurs, le numéro de la police municipale n'a jamais été communiqué aux habitants. Preuve que vous ne souhaitez pas, en tout cas, que la police municipale soit sollicitée. Aujourd'hui, sur l'évolution 2016-2024, on enregistre plus 29% des faits de délinquance à Lens. Ce qui prouve aujourd'hui évidemment qu'il y a un manque de mesures en matière sécuritaire et c'est pourquoi, entre autres, je propose d'armer la police municipale, mais pas que. Moi je propose une présence policière 24/24. Ça, vous êtes d'accord sur cette mesure-là ? Vous êtes d'accord sur les deux ? Oui, enfin le seul malheur c'est que Sylvain Robert est maire depuis 13 ans, donc c'est bien beau de faire des propositions à la veille des élections municipales. Mais qu'est-ce que ça change alors d'armer à feu, puisque les policiers municipaux sont armés. Qui puissent se défendre et qu'on puisse les envoyer notamment sur des interventions un peu plus délicates. Je pense notamment sur les points de deal, puisque récemment, M. Robert, je pense, le sait, des armes de guerre, notamment des fusils à pompe, ont été saisis près de la Cité 4 chez des dealers. Donc on ne peut pas aujourd'hui demander à la police municipale d'intervenir et en tout cas d'aller harceler les dealers si eux-mêmes ne sont pas armés pour se protéger. Parce que armer les agents de la police municipale, c'est aussi protéger les Lensois. Et M. Robert, je sais, vous dira que l'arme tue, mais M. Robert à Liévin, pourtant le maire est socialiste et la police municipale est armée et n'a tué personne, à ce que je sache. Ah mais je ne suis pas dans les raccourcis pour dire que les policiers tuent. Vous avez dit que l'arme tue à vos voeux. Mais derrière, regardez aussi la réalité. Et sur l'armement, aujourd'hui vous parliez, j'ai un rapport de police. Vous voyez, quand on arrive à saisir ça comme quantité de drogue, qu'est-ce qu'on fait à la fin ? La police saisit, la police municipale saisit cette quantité de drogue. Aujourd'hui, ses compétences légales l'obligent à appeler la police nationale. Elle ne peut plus rien faire d'autre. Armée, pas armée, en tout cas avec des armes létales. Il y a une forme de fatalisme. Son degré de compétence aujourd'hui est arrêté. Donc je parle à M. Clavé et je sais qu'il y a des perspectives aussi là-dessus en termes de changement de la loi. On verra après au moment où la loi change, mais aussi il faut regarder la compétence de nos policiers et de ne pas les envoyer non plus sur des faits sur lesquels ils ne pourraient pas agir concrètement. Vous budgétez la hausse on a budgété cette évolution-là et on n'a pas honte de la police municipale. On l'a annoncé en 2020, on l'a réalisé tel qu'on l'a fait. Et aujourd'hui, ce sont 42 agents. Et quand on l'appelle police municipale, c'est une partie du service de la direction de la tranquillité. Et voilà, c'est aussi de cette façon-là. La direction de la tranquillité regroupe la police municipale, dont on est fier, dont on sait son action quotidienne, des AFVP, médiateurs, mais aussi le service administratif. Parce que la police du maire est aussi une police administrative. Et donc quand on s'engage, notamment, vous parlez, M. Clavé, de désordres qui peuvent être amenés sur des trafics ou des détournements de certaines actions. Quand je prends un arrêté, après avoir consulté la population, après avoir eu des remontées de la population des riverains, sur des supérettes pour les fermer à 22h, j'ai un député de la 3e circonscription du Pas-de-Calais qui m'écrit pour me dire est-ce que vous ne pourriez pas rouvrir les supérettes de nuit ? Il faut savoir, il faut être cohérent. Soit on veut les fermer parce qu'on se dit qu'il y a des problèmes de trafic et ce que vous évoquiez tout à l'heure, soit on demande à les rouvrir. Et c'est bien vous qui m'avez écrit là-dessus. Je pense que vous stigmatisez, M. Robert, non, justement les supérettes de nuit. Il y a évidemment aujourd'hui des problèmes de nuisance avec certains commerces de nuit, et c'est pourquoi d'ailleurs je propose la création, à l'instar de ce qui a été fait à Béthune, la création d'une cellule antifraude, justement, pour qu'on puisse lutter et justement contre certains commerces. Mais M. Robert stigmatise toutes les supérettes de nuit. Parfois, il y a des commerçants qui sont tout à fait honnêtes, qui veulent travailler en toute tranquillité. Mais M. Robert, une fois de plus, on a rencontré M. Robert, quand il essaie de faire de la politique, tombe dans l'idéologie. Et c'est exactement ce qui se passe avec la police municipale. Vous êtes dans l'idéologie de la gauche et voire de l'extrême gauche, parce que vous avez honte. Vous avez honte de la police municipale. Vous ne voulez pas protéger les habitants. Vous ne voulez pas une vraie politique sécuritaire
sécuritaire aujourd'hui à Lens. Et le problème aujourd'hui, c'est que le cadre de vie et la qualité de vie des habitants, finalement, se dégradent au quotidien. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Julie, vous avez une question? Oui, selon vous, Sylvain Robert, est-ce que Lens est une ville sûre? Faut arrêter avec du lance bashing, c'est facile aussi. Comme toutes les villes aujourd'hui, les villes moyennes, on a des problèmes de drogue, on a des problèmes aussi de trafic. Il faut être bien. Vous avez vu la différence avec 2020, 2014? Mais on voit l'évolution de la société de façon générale. Aujourd'hui, les démultiplications de points de drogue. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas qu'à Lens. C'est pas une réponse, c'est pas qu'à Lens. Mais aujourd'hui, les moyens qu'on met en place pour pouvoir lutter contre ces trafics se le font aussi avec la police nationale, avec la justice. Mais la compétence de la police municipale, aujourd'hui, la compétence juridique, a des limites. Et donc, dans ce cadre-là, on ne peut intervenir. Et on est fiers de ce qu'on a fait au niveau de la police municipale. On l'a engagé de cette façon-là. On l'avait projeté sur la police de la tranquillité du quotidien en complément de la police nationale. On va compléter le dispositif et puis on verra si la loi évolue pour continuer à avancer. Mais c'est dans cet esprit-là. Il ne faut pas non plus vendre du rêve et dire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le lance bashing, c'est simple. Si on écoute M. Clavé, rien ne va à Lens. C'est le candidat de la déprime. Et non, on a vraiment l'impression que derrière, on a des leviers qui sont des leviers à l'échelle d'une ville, mais pas de laisser penser qu'un maire, quelle que soit sa commune, a le pouvoir absolu de régler l'ensemble des problématiques, y compris des problématiques qui relèvent du pouvoir de l'État. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez demander davantage de moyens au ministère de l'Intérieur? Mais on le demande déjà. Davantage de policiers nationaux. J'en ai déjà demandé. Souvent, les maires partent à la bataille. Ça a été la première action que j'ai réalisée suite à mon élection comme député de Lens. Monsieur Robert semble oublier que l'article L2212 du Code général des collectivités territoriales, justement, dispose des pouvoirs de police du maire. Et que c'est votre prérogative, votre rôle, votre devoir aussi de garantir en tout cas le bon ordre et la tranquillité publique. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, monsieur Robert, c'est que votre politique sécuritaire est un échec quand on voit l'augmentation de la délinquance à Lens. Alors oui, est-ce qu'il faut davantage aussi de moyens au niveau national avec notamment le commissariat central de Lens? Évidemment. Mais aujourd'hui, c'est la police municipale existe et si le maire a la possibilité justement de développer sa police municipale, de l'armer, de créer un CSU comme je le propose, de développer la vidéoprotection, c'est que c'est faisable. Or, M. Robert est maire depuis 13 ans et il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, j'ai lu avec attention ce que vous proposez en matière de sécurité. Et il y a même une mesure, il faudra que M. Robert m'explique d'où ça sort et comment légalement c'est possible, une réserve de la police municipale. Alors je vais vous dire, M. Robert, la réserve de la police municipale n'existe pas dans la loi. Alors oui, il y a une proposition de loi émanant du Sénat de la part de la sénatrice marseillaise Valérie Boyer, me semble-t-il, sur ce sujet-là, mais aujourd'hui ça n'a pas été adopté. Donc il faudra m'expliquer légalement comment vous comptez créer une réserve de la police municipale qui n'existe pas. Également, vous parlez d'un CSU intercommunal. Oui. Mais avec qui? Avec quelle ville? Car vous ne savez pas quelle ville aujourd'hui va voir en tout cas son exécutif changer. Avec quel argent? C'est ça la question, monsieur Robert. Écoutez, et vous êtes très mal à l'aise avec la question de la sécurité. Et votre programme en matière de sécurité le démontre, comme d'ailleurs votre bilan, où on ne voit absolument rien sur la sécurité des Lensois. Et la réalité est telle, c'est que le cadre de vie et la qualité de vie aujourd'hui des Lensois se dégradent. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est protéger les Lensois, mais aussi protéger nos agents, parce qu'une ville aussi beaucoup plus sûre est une ville qui attire davantage. Alors si on regarde votre programme, vous allez répondre bien sûr, Sylvain Robert, quand on regarde votre programme sur la sécurité, mis à part l'armement de la police municipale, vous êtes plutôt d'accord, création de ce centre de supervision urbain, la police municipale 7 jours sur 7. Alors qu'est-ce qui change véritablement et qu'est-ce qui peut faire la différence? Déjà, pour revenir à ce que disait M. Clavé, on a la possibilité toujours de pouvoir recruter ce qu'on appelle des vacataires. Des vacataires de la police municipale sur certaines actions. C'est aussi ça, de pouvoir utiliser les effectifs avec des vacations supplémentaires et donc que nos effectifs de police puissent être là aussi bien réels sur le terrain dès le moment où on n'a pas ces grandes manifestations qui justifient ce recrutement de vacataires supplémentaires. L'augmentation aussi des faits, parce qu'il faut regarder chacun ses indicateurs. M. Clavé a l'habitude de regarder des sites qui ne sont pas forcément les sites officiels. Vous en avez déjà fait la preuve au conseil municipal. Du ministère de l'Intérieur. Oui, bien sûr, mais vous avez déjà fait la preuve au conseil municipal et vous aviez vous aviez la sous-préfète et derrière le commissaire central qui était venu donner les réponses. Aujourd'hui, les faits qui augmentent à Lens sont les violences intrafamiliales, sur lesquelles l'État a demandé d'avoir une attention particulière au service de police. Ces violences intrafamiliales, notamment parce que les femmes osent plus prendre la parole, et donc ce fait évolue chez nous à Lens. On a aussi des faits... Le Pas-de-Calais qui est le premier département, malheureusement oui, liés aussi à la consommation d'alcool. On a aussi ces faits-là qui sont plus forts chez nous qu'ailleurs. Il ne vous a pas échappé que tous les 15 jours, on a des grands événements au Stade Bollard de Lellis et que quelque part, les dégradations, les désagréments qui peuvent arriver, notamment en marge de ces rassemblements, sont aussi portés
à l'effectif quelque part du commissariat de Lens. Donc c'est aussi des faits, c'est pas non plus se voiler la face et regarder. C'est la faute des supporters. Non, c'est pas la faute des supporters, mais vous savez bien que quand il y a une bagarre entre supporters ou quand il y a un débordement dans le stade, le fait est constaté et compté sur l'effectif lensois. Alors après, derrière, c'est vrai que quand on regarde sur la question de la sécurité, nous, notre CSU, aujourd'hui, il y a des jeunes communes, par exemple, vous prenez Los Angeles, il est tout seul aux élections. On a déjà commencé à travailler avec Los Angeles parce que la sécurité, en tout cas, le rayonnement de l'action de notre police s'arrête aux limites géographiques de la ville. Mais par contre, le délinquant, une fois qu'il a passé le panneau, regardez comment ça peut aller derrière. On a travaillé déjà avec la commune de Los Angeles. Comme Liévin, vous avez peut-être vu dans la presse régionale, a fait un appel aussi sur l'évolution de ce dispositif. C'est de regarder comment entre communes, parce qu'on est bien sur les pouvoirs de police du maire, comment entre communes, on arrive à avoir cette liaison et avoir aussi une mutualisation de moyens. Parce qu'on parlait tout à l'heure de bonne gestion. La Chambre régionale des comptes a souligné la bonne gestion de la ville de Lens. C'est un organisme indépendant. Mutualiser, c'est aussi faire des économies. Et ben voilà, on est dans cet esprit-là. C'est pas forcément facile au quotidien. Mais aujourd'hui, si vous avez un écran, quand vous voyez bien sur certains secteurs ou dans des grandes métropoles, on arrive à pouvoir gérer aussi un nombre plus conséquent de caméras de cette façon-là. Alors nous, le morcellement des communes dans notre territoire, vous avez parlé tout à l'heure de 250 000 habitants, mais on est aussi sur 36 communes. Et donc des moments, pour passer d'une commune à une autre, on a du mal à savoir si on n'est pas du secteur quand on passe d'une commune à une autre. Mais les caméras, ça fait baisser la délinquance ? Alors les caméras, c'est un élément qui devient aujourd'hui, qui est déjà réel. On a 250 caméras de vidéoprotection qui sont réquisitionnées, qui ont déjà fait l'objet aussi d'actions concrètes en partenariat avec la police nationale, parce qu'on a réquisitionné pour pouvoir voir ces caméras-là. C'est un élément supplémentaire, mais il faut être bien conscient aussi que c'est pas la solution absolue, c'est pas la réponse à tout. Malheureusement, on a vu d'autres villes, d'autres grandes villes, et des villes comme par exemple Nice, qui est la ville la plus vidéosurveillée de France, qui n'a pas empêché, malheureusement, ce qu'on a pu avoir, notamment l'attentat qu'on a pu avoir le long de la promenade des Anglais, ou le meurtre qu'il y a eu en marge d'une église. Bruno Clavé, je vous laisse conclure sur ce chapitre sécuritaire avant de passer à notre troisième partie. Vous avez un petit peu de retard sur le temps de parole. Vous faites bien de parler justement de Nice et de l'attentat, notamment sur la promenade des Anglais, parce que voyez-vous, monsieur Robert, les primos intervenants sur cet attentat étaient des policiers municipaux armés qui ont pu neutraliser justement le terroriste. Donc vous voyez que l'armement parfois peut être utile. Concernant la vidéoprotection, c'est évidemment un élément dissuasif, mais aussi qui peut être utilisé à condition qu'il soit évidemment bien utilisé dans le cadre d'un CSU, parce que ça permet aussi d'intervenir directement sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons des caméras à Lens, mais nous avons personne derrière les écrans. Les images sont juste utilisables dans le cadre d'une enquête. Le but d'un CSU, c'est de pouvoir justement protéger et ensuite pouvoir en tout cas retrouver les auteurs de certains faits si évidemment délit ou crime il y a. Mais tout cela vient s'ajouter à différentes mesures, mais encore faut-il avoir la volonté politique de le faire. Et je pense que Sylvain Robert nous a démontré en 13 ans, en tout cas, que la sécurité était loin d'être sa priorité. Alors, nouveau chapitre essentiel. On va non, parce que derrière, enchaîner comme ça, vous gardez un peu de temps de parole. Ouais, mais il ne faut pas non plus laisser dire tout et n'importe quoi de cette façon-là. Mais bon, dans ce cas-là, on viendra sur le prochain sujet. Nouveau chapitre essentiel donc pour l'avenir de Lens, ville minière marquée par la désindustrialisation. C'est le rayonnement, son attractivité, Julie. Oui, Lens qui a su se réinventer avec l'arrivée du Louvre-Lens en 2012, tournant majeur culturellement et économiquement, le musée qui attire au-delà de nos frontières. Et puis, on en a parlé, il y a le football, bien sûr. Le VRC Lens, club populaire et familial, vitrine nationale, avec un stade Bollaert à guichet fermé tout au long de la saison. Mais pour beaucoup d'habitants, Lens se résume à un stade Bollaert où il est quasi impossible d'entrer sans abonnement. Et puis on a le Louvre-Lens. Côté démographique, on en a parlé tout à l'heure, Sylvain Robert. Lens enregistre sa 3e hausse consécutive. Là, c'est positif. Au creux de la vague, en 2015, la ville a confirmé son regain en 10 ans. Comment on fait rayonner Lens ? Oui, on peut peut-être commencer par Bruno Clavé. Comment on fait rayonner Lens, Bruno Clavé ? Aujourd'hui, il y a une réalité économique, c'est que les centres-villes, aujourd'hui, évidemment, souffrent souvent de la concurrence déloyale des zones commerciales, mais aussi du changement des modes de consommation. Donc aujourd'hui, dire aux Lensois que nous allons faire revenir toutes sortes de commerces dans le centre-ville est un mensonge et serait une erreur, parce que ce n'est pas la vérité. C'est une évolution. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est tenir un discours de vérité aux Lensois et c'est leur proposer des mesures concrètes, en tout cas pour essayer de redynamiser le centre-ville, parce qu'un maire a des leviers à sa disposition justement pour créer des conditions favorables au développement économique. Vous parlez de réenchantement, vous, Bruno Clavé. Exactement, je souhaite réenchanter la ville de Lens, tout à fait, parce que aujourd'hui, il y a des mesures qu'on peut mettre en place, comme la fin du stationnement payant à partir de 2027, qui est un frein à la consommation, comme l'utilisation du droit
de préemption pour que la ville devienne propriétaire de certaines cellules commerciales afin de décider qui s'installe. Nous pouvons utiliser le plan local d'urbanisme pour limiter aussi l'implantation de certains commerces et de certains fast-food. Nous pouvons penser à réaménager aussi le boulevard Basile avec la suppression ou une réutilisation différente de la voie de bus qui ne sert strictement à rien. Il y a également ce que je propose, la création d'un grand marché couvert à Lens qui permettra évidemment de fonctionner toute l'année, peu importe la météo, et qui mettra à l'honneur justement nos commerçants locaux. Et évidemment, ça rejoint ce qu'on disait au début, la baisse de la taxe foncière, notamment pour les propriétaires de cellules commerciales, parce que celle-là aussi, aujourd'hui, est un frein à l'investissement. Donc aujourd'hui, il y a des leviers qui existent. Moi, je viens dire aux Lensois que tout n'a pas été fait. Et d'ailleurs, un rapport de la Chambre régionale des comptes pointe du doigt le fait que les investissements de la ville de Lens sont moitié moins que des villes de même strate sur 5 ans. Donc ça prouve bien, Monsieur Robert, c'est qu'il n'y a pas de stratégie aujourd'hui, en tout cas que portée par la ville de Lens et par votre liste, parce qu'en fait ce n'est absolument pas dans votre logiciel de pensée. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les habitants, les commerçants le ressentent au quotidien. Et moi je fais confiance en tout cas à ce que ressentent aujourd'hui les habitants. Alors quelle vision pour lui? Alors déjà, je vois que M. Clavé évolue, parce qu'il y a quelques semaines ou quelques jours, il nous disait qu'il allait refaire le centre-ville et que les commerces allaient arriver comme par magie. Comme par magie d'ailleurs, en réenchantant la ville, l'illusionniste. C'est aussi un peu dans cet esprit-là qu'il veut présenter son programme. Aujourd'hui, le droit de préemption, il faut que les biens soient à vendre. On ne va pas aller arriver chez un commerçant pour le mettre dehors pour pouvoir acheter les murs. Il faut aussi regarder la réalité de cette façon-là, comment tout est en vente. Et puis reprenez aussi la réalité des choses. Quand un maire a pris un arrêté pour interdire les fast-foods sur son territoire, l'arrêté a fait 48 heures. Donc il faut regarder les vrais pouvoirs de la ville. Nous, on a agi sur plusieurs leviers. Tout d'abord, l'aménagement, parce qu'on a une partie aussi liée à l'investissement et industriel. On a la chance d'avoir encore de l'industrie sur le secteur et Nexens investit 100 millions. On refait des entrées de ville. On a travaillé aussi avec les habitants et avec les commerçants sur la suite de ce qu'on voulait faire avec Bollard, sur comment on crée cette place centrale. Cette place, en tout cas, qui va redonner une autre visibilité. Et donc, ce sont ces commerçants, ces habitants qui ont participé, qui, autour d'un miroir d'eau, de terrasse aussi attractive, donnent une autre visibilité du centre-ville. Donc, vous continuez sur la même vision, la même ligne. Toujours dans cette coordination de l'attente des commerçants et de l'attente des habitants, parce qu'on a aussi des habitants en centre-ville. Je viendrai sur la question du logement aussi. Là où M. Clavé, dans son programme, met l'intelligence artificielle. Nous, on a la vraie vie, les gens qui participent. Et même l'intelligence artificielle a même déjà gommé la devise liberté, égalité, fraternité de la mairie. Alors, je ne sais pas si c'est votre ambition, en tout cas, ou pas, mais en tout cas, c'est sur votre programme. Et puis derrière, il y a la question de l'accès au logement. Parce que le logement, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment on ramène de la population en ville, et cette population ramène un autre pouvoir d'achat supplémentaire. Vous ciblez quel type d'habitants, des familles On le voit aujourd'hui par rapport aux familles, par rapport aux primo-accédants. On a des aides pour accompagner les primo-accédants à acheter leur logement. Donc, de regarder comment on arrive à stabiliser une population à Lens, comment on ramène du pouvoir d'achat, parce que c'est là aussi, les commerces ne fonctionnent que s'il y a des clients, et donc les clients sont des clients peut-être captifs dans un premier temps, dans un premier cercle, s'ils habitent dans le secteur, donc ramener des habitants de cette façon-là. La notion du stationnement, on l'a travaillé aussi avec les commerçants pour faire évoluer vers l'heure de gratuité, parce que ce qui est important, c'est la rotation, c'est de pouvoir aussi regarder combien de voitures par jour peuvent se stationner sur une même place, et donner cette rotation, donner ce flux aux commerçants. C'est ça aussi qui va ramener quelque part quelque chose de supplémentaire. Et les commerçants bénéficieront aussi de la taxe, de la baisse de 10% de la taxe foncière, parce qu'ils remboursent souvent à leurs propriétaires dans leur baux la taxe foncière. Et puis il y a toute une politique d'animation. On parlait du Racing Club de Lens, on parlait du Louvre, 500 000 visiteurs par an. On a aussi le pari touristique, qui est quand même aussi une réalité chez nous, avec à la fois le Festival Sainte-Barbe, mais en même temps ce qu'on veut réaliser sur un centre de congrès à la maison syndicale qui permettra de donner une autre visibilité, d'amener un autre type de public, et ne pas oublier les atouts qui sont les atouts de Lens. Aujourd'hui, la gare TGV, l'université qui est aussi parmi les pôles d'excellence au niveau national, le nouvel hôpital qui donne aussi notre visibilité, un autre recours aux soins, mais en même temps qui sont tout autant des phénomènes d'attractivité de notre ville. C'est ça la ville de Lens aujourd'hui. C'est facile de dénigrer. Aujourd'hui, il faut regarder ses atouts. Ces atouts sont là. Mais il y a du boulot quand même. Mais on l'a déjà commencé. On veut poursuivre cette action-là parce qu'on se rend bien compte que, encore une fois, tout n'est pas facile. Tout n'est pas gagné d'avance, et c'est justement en se mobilisant, en regardant comment on accompagne la création de logements, comment on accompagne justement la population sur son pouvoir d'achat quotidien, parce que ce qu'on engage aussi au travers des plus jeunes, au travers des aînés, sur cette évolution, cet accompagnement dans les actions du quotidien, c'est ramener du pouvoir d'achat et que ce pouvoir d'achat puisse profiter aussi au commerce local. Je vous propose d'écouter un jeune étudiant, Pablo, que l'on a rencontré, les Lensois évidemment, que l'on a rencontré sur le terrain. Il vous interpelle sur la question des quartiers aussi, écoutez-le. Qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes et pour lutter contre la pauvreté, notamment dans les quartiers de la grande résidence? Parce que je sais que c'est pas... Moi, j'habite pas là-bas, mais j'ai beaucoup d'amis qui habitent là-bas et c'est pas simple. Bon, il a du mal à trouver les adjectifs, mais on comprend là où il veut en venir. Bruno Clavé, vous avez une réponse à lui apporter? Aujourd'hui, dans le programme que je propose, il y a évidemment
un gros volet, un grand volet qui est consacré à améliorer en tout cas la qualité de vie dans les quartiers. Ça passe évidemment par la question du logement, ça passe évidemment par la question de la sécurité, mais c'est aussi le lien que la collectivité va être capable de créer avec sa jeunesse pour faire en sorte qu'ils grandissent, qu'ils apprennent et pourquoi pas travailler à Lens. Évidemment, oui, il y a des mesures aujourd'hui, en tout cas qu'il faut pérenniser, je pense à l'aide au permis, mais il y a aussi des aides aujourd'hui, notamment plus indirectes, disons, avec le retour du stationnement gratuit, évidemment, et je souhaite d'ailleurs aujourd'hui la création d'un grand salon de l'emploi, justement pour que les entreprises viennent directement à la rencontre de nos jeunes. Donc oui, il y a une réalité aujourd'hui qui est celle-ci. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville de Lens s'est contentée du strict minimum, d'ailleurs comme dans beaucoup de domaines, mais aujourd'hui je pense qu'on peut faire encore davantage et aider justement à faire revivre les quartiers, parce que c'est aussi ça qui fera la fierté de notre ville. Et comment on occupe les familles dont on parlait, qu'on essaye de faire venir, comment on les occupe? Quelles sont les mesures? Faire revenir des familles, c'est leur apporter la garantie de trouver une ville où il fait bon vivre. Or, aujourd'hui, en matière de sécurité, ce n'est pas le cas. En matière de donc consommation... vous êtes en train de dire que les 1300 Lensois qui nous ont rejoints en 5 ans se sont trompés. Ce n'est pas le cas. En matière de services publics, en matière d'animation, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avant de chercher à faire revenir du monde, il faut d'abord prendre le taureau par les cornes et soigner les maux aujourd'hui MAUX qui, en tout cas, touchent la ville de Lens. Et c'est à partir de là qu'on pourra se poser la question de comment refaire venir davantage de familles. Mais aujourd'hui, les familles qui ont un peu de pouvoir d'achat, excusez-moi monsieur Robert, mais ne restent pas forcément à Lens. Et il suffit de voir la dégradation de certains quartiers où il y a des propriétaires, par exemple, qui cherchent à vendre leur logement, qui payent une taxe foncière extrêmement élevée pour finalement un retour sur investissement proche de zéro, avec des dealers et de la délinquance qui leur pourrit le quotidien. C'est ça aussi la réalité de certains quartiers de Lens. De loisirs Évidemment, mais aujourd'hui ce qu'il faut, c'est comment ramener la vie dans les quartiers. Évidemment, il y a les centres socio-culturels qui ont une part importante et il faut d'ailleurs, je pense, développer encore ce lien entre les centres socio-culturels et les habitants. Il y a des animations à amener dans les quartiers et en matière culturelle, il y a le Louvre-Lens, mais je propose aussi la création d'un musée de la mine et de l'immigration. Je propose le retour des géants lensois que Sylvain Robert d'ailleurs a mis dehors. Il y a aussi un cinéma pour tous les deux. Un cinéma pour tous les deux, évidemment. Donc aujourd'hui, en matière culturelle, évidemment, il y a tout un tas de choses à faire. On voit bien que Sylvain Robert, à l'approche des élections, tente de faire oublier le bilan et fait des propositions plus démagogiques que les autres. Dommage que j'ai envie de dire dommage que vous n'ayez pas été maire pendant 13 ans, monsieur Robert. C'est marrant que ce soit vous qui parliez de... C'est marrant que ce soit vous qui parliez de propositions démagogiques, parce qu'à voir votre programme, déjà, on se demande si vous connaissez ce qui se passe à Lens. Parce que ce que vous évoquez aujourd'hui, c'est déjà des choses qui ont été mises. Notamment, vous parliez d'un salon de l'emploi. On a déjà eu un salon en plein cœur du 12-14 dans votre quartier. Saloudard. Oui. A priori, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe à Lens. Avec combien de participants, monsieur Robert? Mais monsieur Clavet. Parce que vous parlez de ce que vous faites, mais jamais des résultats. Regardez quels sont les chiffres. Le nombre quel est l'impact de ce salon, monsieur Robert? Surtout le nombre de sorties positives. Derrière, vous prenez l'aide au permis, c'est déjà quelque chose qu'on a mis en place. Vous parlez des jobs tout à l'heure. On a mis en place des jobs d'été. J'en ai parlé plus de 1000 sur 6 ans. Vous parlez aussi des familles qui aujourd'hui ont fait peut-être le choix de venir à Lens, qui pour s'implanter à Lens, certains ont acheté leur logement, notamment dans le nouveau quartier au niveau de Bollaert, à des montants qui sont des montants conséquents, qui montrent aussi une évolution sur cette démographie. Après, derrière, monsieur Clavet, il y a des sujets sur lesquels vous pourriez faire notre bilan et vous seriez très flatteur dans ce que vous dites, parce que vous êtes en train de valoriser ce qu'on a fait pendant 6 ans. Mais le musée que vous évoquiez, vous connaissez le nom de la présidente de l'association Notre-Dame-des-Mines, Saint-Vulgam? Vous avez eu contact avec elle pour pouvoir engager cette action-là? Non, mais je vous inquiétez pas. Le musée de la mine, on donc vous voyez... C'était mon idée et monsieur Robert s'est empressé de reprendre l'idée et d'ailleurs a été désavoué par l'archevêque d'Arras. Non, pas du tout. Vous ne me laissez pas terminer, monsieur Clavet. Qui a dit que l'église n'était pas en vente. Reprenez notre programme de 2020, vous verrez que c'était déjà un sujet et que quelque part, l'opportunité qui est faite aussi par derrière l'église catholique de vendre notamment cet édifice que l'église Notre-Dame-des-Mines, comme elle l'a fait avec l'église Sainte-Barbe qu'on a déjà acheté. Et c'est quand on a découvert qu'il allait vendre sur le Bon Coin l'église Saint-Édouard qu'on s'est dit, si demain il y a une opportunité, notamment sur l'église Saint-Vulgam, qu'on a visité au mois d'août dernier, dont l'évêché nous a dit aussi au mois de novembre que la désacralisation était engagée. Donc quand il désacralise une église, c'est derrière pour pouvoir engager derrière la mise en vente. Donc voilà, donc c'est un sujet qu'on a travaillé dans la durée. Il y en a forcément un des deux qui ment. Et j'espère que ce n'est pas l'archevêque qui ment. Monsieur Clavet, regardez, on a les dates et on a les échanges de mails avec eux. Mais
Aujourd'hui, c'est comment on arrive à proposer aussi quelque chose aux jeunes. Et aux jeunes, quelque part, il y a la question de l'emploi sur lesquels il faut les amener à pouvoir les accompagner sur l'emploi. On sait que le boulot dépend aussi de la mobilité. Certes, il y a l'aide au permis, mais il y a aussi le bus gratuit qui a été mis en place. Parce que derrière, on est dans un territoire très dense de cette façon-là. Avec les impôts des habitants. C'est important. C'est un service public, monsieur Clavé. Avec Tadao et Arthur Mobilité. C'est un service public, monsieur Robert, Clavé. donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. Il faut savoir ce qu'on veut, monsieur Clavé. C'est un service public qui aujourd'hui donne aussi une possibilité de déplacement, comme on va le développer aussi pour les personnes âgées, en développant une deuxième voiture Mobilance, qui est un outil de gratuité pour avoir une mobilité en ville, pour garder du lien social. C'est aussi ça, cette action-là. Donc les jeunes, on aura aussi des activités, notamment en remettant des CAJ multisites pour être au plus proche de leurs préoccupations et les amener à travailler sur des projets en commun. Il nous reste quelques minutes. On souhaitait vous poser quelques questions politiques autour, en tout cas, de ce scrutin des municipales avant votre dernier message aux Lensois. Je vais commencer par vous, Bruno Clavé. Je compte sur vous pour des réponses rapides et claires, concises. Il y a l'enjeu de la participation, on le sait, dans notre région, y compris à Lens et dans le département du Pas-de-Calais. Est-ce que cette abstention, vous la craignez ou au contraire, c'est une aubaine pour le RN ? Je crains l'abstention et j'appelle à la mobilisation parce que la dernière fois que Sylvain Robert a été élu, il a été élu parce que les Lensois ne sont pas allés voter. Et nous avons vu que lorsque les Lensois se mobilisent, c'est le Rassemblement national qui gagne. Donc évidemment, il y a un enjeu de mobilisation et j'appelle en tout cas à tous les électeurs qui sont portés sur ma candidature en 2024 à se porter de nouveau sur ma candidature pour enfin un réel changement, une véritable rupture avec la politique de casse de Sylvain Robert. Est-ce qu'elle est nationalisée, cette élection, justement Bon, je pense aujourd'hui qu'elle est nationalisée peut-être par les médias, mais il faut savoir en tout cas porter un projet ancré dans le réel, dans le quotidien, qui soit local, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais évidemment, il y a aussi des questions nationales qui vont s'inviter, comme la sécurité, comme la dotation évidemment aux collectivités. Mais ça, c'est aussi à nous, en tant qu'élus, de répondre à ces attentes, à ces objectifs. Et il faut comprendre évidemment qu'aujourd'hui, je pense que le seul parti, en tout cas, qui trouve une adhésion importante et croissante au sein de la population, c'est le Rassemblement national, parce que, contrairement aux socialistes notamment, nous ne sommes pas vendus à l'extrême gauche, à la France insoumise et aux macronistes. Nous ne sommes pas du tout vendus à d'autres partis. Sylvain Robert, il n'y a pas de candidat du centre et de la droite à Lens. On est vraiment sur les opposés, finalement, même s'il n'y a pas LFI, bien sûr. Vous pensez pouvoir les convaincre, ces électeurs-là ? Écoutez, c'est surtout de regarder comment le projet reste un projet municipal. En tout cas, le projet qu'on porte, c'est un projet pour la population, c'est pas un projet contre quelqu'un. Donc aujourd'hui, c'est de regarder aussi par rapport aux précédentes élections, ce qu'on a pu réaliser. Et certes, on a une étiquette politique, mais dans notre liste, on a aussi beaucoup de personnes qui sont de la société civile, des citoyens qui ont envie de s'engager pour le devenir de leur ville, de s'engager pour le bien collectif. Donc c'est dans cet esprit-là que l'on veut convaincre la totalité des Lensoises et des Lensois du bien fondé de notre action, mais surtout de la continuité et quelque part de la légitimité que l'on peut avoir. Sylvain Robert, candidat au municipal à Lens face à Bruno Clavé, le candidat du Rassemblement national. Vous avez 30 secondes pour convaincre donc vos électeurs. Je vous propose de commencer, Bruno Clavé. Vous pouvez regarder la caméra. Chers Lensois, vous le savez, le 15 mars, vous aurez à choisir le destin de la ville de Lens. Vous aurez le choix entre une équipe qui a été au pouvoir pendant 13 ans, qui a failli, qui vous a trahi et qui vient nous expliquer que demain, elle fera ce qu'elle a été incapable de faire hier. Et il y a le projet que je porte. C'est un projet de renouveau, c'est un projet de changement, un projet de rupture, tourné vers plus de sécurité, plus d'attractivité, plus de moyens, plus de solidarité aussi pour notre ville. Et je crois sincèrement que les marges de manœuvre existent parce que nous aimons Lens et nous aimons évidemment notre ville et nous voulons faire en sorte que Lens retrouve sa place de ville centrale du bassin minier et qui souffre malheureusement aujourd'hui de la gestion catastrophique de M. Robert. Et je crois justement que vous devez vous porter sur ma candidature parce que c'est ensemble que nous allons sauver Lens. 30 secondes à rallonge. Alors servir sa ville, ce n'est pas une ambition, ce n'est pas un métier, c'est une passion. C'est un engagement de tous les jours pour les habitants. Moi, je suis issu du bassin minier, je suis un enfant du bassin minier. La population, je la connais, je la rencontre tous les jours. Et à force, c'est vrai qu'on aime cette population, on aime les gens. Et quelque part, ce qui m'anime, c'est aussi de pouvoir continuer à répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations. Ça dépasse ma simple personne, c'est un projet qui est collectif, il a toujours été, il restera. Et pour bien vivre ensemble, sereinement, à Lens, mais aussi je serai toujours là pour préparer l'avenir de notre jeunesse, on en a parlé, veiller sur nos aînés, parce que c'est aussi ça, le bien vieillir à Lens, et surtout préserver le pouvoir d'achat des Lensoises et des Lensois.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir accepté ce débat et cette participation. Merci beaucoup à Horizon et à Julie Desbois pour votre accompagnement et votre expertise. Je rappelle la 3e liste, donc en lice aussi pour ces élections municipales, la lutte ouvrière menée par Michel Darras, donc également candidat. Le premier tour, on le rappelle, c'est le dimanche 15 mars et le deuxième le 22 mars. Cette campagne qui se poursuit bien sûr sur nos antennes sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonne soirée, à très bientôt.